Dans la lumière blafarde de la nuit d'avril 1429, le silence n'était plus qu'un souvenir. L'air lui-même vibrait sous le tonnerre continu des bombardes anglaises, crachant leurs boulets de pierre de 100 livres contre les murailles millénaires d'une cité à l'agonie. Depuis 6 mois, Orléans, ce cœur battant du royaume de France, suffoquait dans l'étau de fer d'une armée invincible, encerclée par un chapelet de forteresses ennemies et abandonnée de tous, sauf de la faim qui tordait les entrailles de ses 30 000 habitants. Qui aurait pu imaginer alors, quand les capitaines les plus aguerris parlèrent de reddition, que le destin de l'Europe entière allait basculer non par la stratégie d'un roi, mais par la foi incandescente d'une jeune paysanne de 17 ans surgie du néant. Pour comprendre l'ampleur du miracle qui allait briser ce siège et changer le cours de l'histoire, il faut plonger dans les ténèbres qui avaient planté le décor de ce drame existentiel. La position géographique d'Orléans, en cette année fatidique de 1428, ne se résumait pas à un simple point sur une carte militaire. Elle représentait la jugulaire vitale du royaume des Valois, le dernier verrou substantiel sur la Loire. Située au sommet de la courbe majestueuse du fleuve, la ville agissait comme une sentinelle naturelle, une frontière liquide et fortifiée séparant deux mondes irréconciliables. Au nord se trouvaient les possessions anglo-bourguignonnes triomphantes, riches et méthodiquement administrées depuis Paris par le duc de Bedford. Au sud, le précaire royaume de Bourges, refuge du dauphin Charles VII, un territoire morcelé, ruiné et hanté par le spectre de la défaite. Parce que la Loire constituait la dernière ligne de défense naturelle protégeant le Berry, le Poitou et le Languedoc, contrôler Orléans signifiait pour les Anglais l'ouverture d'une autoroute directe vers le cœur des terres loyalistes. La chute de la ville n'aurait pas été une simple perte territoriale, mais l'effondrement total de la résistance française, permettant aux armées anglaises de déferler vers le sud, de capturer le dauphin et d'unifier définitivement les deux couronnes sous l'enfant roi Henri d'Angleterre. Le contexte politique et religieux était d'une noirceur absolue, tissé de trahison et d'un désespoir qui rongeait l'âme même du peuple. La France, déchirée par la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon depuis l'assassinat de Louis d'Orléans et de Jean sans Peur, n'était plus qu'un champ de ruines où le droit du plus fort faisait loi. Le traité de Troyes, signé en 1420, avait légalement déshérité le dauphin Charles au profit de la lignée anglaise, créant un schisme moral profond. Obéir au roi anglais, maître de Paris et garant d'une certaine stabilité, ou soutenir le petit roi de Bourges, figure spectrale et apathique, entouré de conseillers corrompus comme la Trémoille et doutant de sa propre légitimité. Sur le plan spirituel, le royaume se sentait abandonné de Dieu, puni pour ses péchés et ses divisions internes. Une croyance que les défaites successives ne faisaient que renforcer. Les Anglais, forts de leur alliance avec le puissant duc de Bourgogne, Philippe le Bon, avançaient avec la certitude quasi divine que la Providence favorisait leurs armes, justifiant leur invasion par le jugement de Dieu rendu sur les champs de bataille d'Azincourt et de Verneuil. Les mois précédant le siège avaient été marqués par une série de chocs militaires et psychologiques qui avaient mis les nerfs des défenseurs à vif. La conquête méthodique des villes le long de la Loire par le comte de Salisbury, tacticien redouté et impitoyable, avait resserré l'étau autour d'Orléans avec une précision chirurgicale. La prise de Jargeau, de Meung et de Beaugency avait isolé la cité, coupant ses communications et son ravitaillement, ne laissant que quelques portes entr'ouvertes vers la Sologne. Pire encore, la récente Journée des Harengs en février 1429, où une force franco-écossaise supérieure en nombre s'était fait humilier par un convoi de ravitaillement anglais, en tentant de briser le blocus, avait fini de briser le moral des troupes françaises. Ce désastre avait convaincu les capitaines valois de leur infériorité intrinsèque. Ils n'osaient plus affronter l'ennemi en terrain découvert, paralysés par le spectre des archers anglais et de leurs pieux aiguisés. La population orléanaise, bien que farouchement attachée à son indépendance, commençait à murmurer que la reddition serait peut-être préférable à la famine et au massacre inéluctable. Les enjeux, au moment où l'hiver 1428 cédait la place au printemps 1429, dépassaient l'entendement humain. Si Orléans tombait, le dauphin Charles n'aurait d'autre choix que de fuir vers l'Espagne ou l'Écosse, laissant la France devenir une simple province continentale de l'Angleterre, effaçant une identité nationale naissante.
C'était la perspective du pillage, du viol et de la soumission totale pour les habitants. C'était la menace d'une domination par un clergé soumis à Bedford pour l'église gallicane. C'est dans ce climat de fin du monde, où chaque clocher sonnait le glas de l'espérance, que le destin du siège allait basculer, non par la stratégie d'un vieux général, mais par une intervention extérieure imprévue. Ainsi, les deux camps se préparaient à l'affrontement final avec des certitudes diamétralement opposées. L'orgueil technologique pour l'un, le désespoir mystique pour l'autre. Du côté anglais, le commandement, après la mort précoce de Salisbury, dont le visage avait été emporté par un boulet de canon tiré depuis Notre-Dame, était échu à des hommes de fer, vétérans endurcis par des décennies de razzias et de victoires. William de la Pole-Duc de Suffolk et surtout le célèbre John Talbot, l'incarnation de la terreur anglaise. Talbot, guerrier né, méprisait profondément les Français qu'il considérait comme efféminés, indisciplinés et maudits par Dieu. Sa stratégie reposait sur une pression psychologique constante et un verrouillage impitoyable. Il n'était pas un homme de subtilité diplomatique, mais de force brute et d'organisation méticuleuse. Son plan était d'étouffer Orléans lentement, de la vider de son sang et de ses vivres, jusqu'à ce qu'elle tombe comme un fruit pourri. Pour cela, les Anglais avaient érigé un réseau complexe de bastilles, des fortins de terre et de bois renforcés de pierres qui encerclaient la ville, bloquant les routes principales. Ces positions, portant des noms comme Saint-Laurent ou Londres, étaient hérissées de bombardes et gardées par la fine fleur de l'archerie anglaise et des mercenaires, créant un anneau de la mort que nul ne semblait pouvoir franchir. William Glasdale, redoutable dans la forteresse des Tourelles qui contrôlait le pont sud, passait ses journées à hurler des insultes aux défenseurs, promettant de mettre la ville à feu et à sang. Face à cette machine de guerre, la défense d'Orléans reposait sur les épaules de Jean de Dunois, le bâtard d'Orléans, demi-frère du duc captif, Charles d'Orléans. Dunois était un homme de devoir, un tacticien pragmatique et intelligent, mais usé par l'incessante pression et le manque chronique de ressources. Contrairement à l'arrogance anglaise, sa force résidait dans sa résilience et sa capacité à maintenir une cohésion précaire entre les différentes factions de la ville, les bourgeois armés, les mercenaires gascons, écossais ou lombards et la garnison royale. Sa plus grande faiblesse, avant l'arrivée de la pucelle, était le fatalisme. Il gérait la défaite plus qu'il ne cherchait la victoire, tentant de négocier des trêves ou des neutralisations pour épargner la ville, faute de croire en une issue militaire favorable. Il avait tout préparé pour une résistance longue, rationnement strict, destruction des faubourgs pour dégager le champ de tir et mobilisation de chaque homme valide sur les remparts. Mais il savait que le temps jouait contre lui. Cependant, l'élément qui allait tout changer n'était ni une nouvelle catapulte, ni un régiment de cavalerie lourde, mais une force spirituelle et charismatique inouïe. Jeanne d'Arc, arrivée à Chinon puis à Orléans, fin avril 1429, n'était pas un officier comme les autres. Elle ne s'embarrassait pas de la prudence des capitaines, ni des règles de la guerre courtoise. Son moteur était une foi absolue, terrifiante de simplicité. Elle agissait sur ordre du roi du ciel pour bouter les Anglais hors de France. Équipée d'une armure blanche faite sur mesure, brandissant un étendard où figuraient les noms « Jésus Maria », elle apporta ce qui manquait cruellement aux Français, l'offensive morale. Elle transforma la préparation militaire en une croisade religieuse, chassant les prostituées du camp, interdisant les blasphèmes, même au rude, La Hire, qui dut se contenter de jurer par son bâton, et imposant la confession aux soldats, transformant ainsi une troupe de brigands démoralisés en soldats de Dieu convaincus de leur invincibilité nouvelle. Sur le plan logistique, la situation était critique mais non désespérée pour les assiégés, à condition de briser le blocus pour le ravitaillement. Les Anglais, bien que puissants, n'étaient pas assez nombreux pour encercler hermétiquement une ville de la taille d'Orléans. Des brèches existaient entre leurs bastilles, notamment du côté est. La stratégie de Jeanne, appuyée par l'expertise de Dunois qui comprit l'utilité de cette figure prophétique, fut de coordonner l'arrivée de convois de vivres avec des sorties agressives pour distraire l'ennemi. L'armement français se composait de coulevrines et de canons montés sur les murs que les maîtres artilleurs orléanais, réputés excellents, utilisaient avec une précision meurtrière contre les ouvrages anglais.
Mais c'était la mobilisation populaire qui constituait l'atout secret. Les habitants d'Orléans, femmes et hommes, ne se contentaient plus de subir. Galvanisés par Jeanne, ils fournissaient matériaux, vivres et bras, prêts à se ruer hors des murs pour défendre leur cité avec une fureur que les mercenaires anglais n'avaient jamais anticipée. La tension était palpable dans l'air vicié du printemps, chargé d'odeurs de poudre noire, de fumier et de peur. Les Anglais du haut de leur bastille observaient avec mépris puis inquiétude cette agitation nouvelle, ces chants religieux qui montaient des remparts et cette silhouette blanche qui osait s'approcher à portée de voix pour les sommaires de rendre les clés au roi du ciel sous peine de massacre. Ils répondaient par des insultes, la traitant de vachère et de putain des Armagnacs. Mais le doute commençait à s'insinuer. Et si cette sorcière avait vraiment des pouvoirs? Le climat, mélange d'humidité fluviale et de chaleur printanière naissante, ajoutait à la lourdeur des armures et des cœurs. Lorsque les premiers pas de l'armée de secours touchèrent l'orée de la vallée, chaque plan, chaque certitude allait se heurter à la brutale réalité du sang et du feu. Le 29 avril 1429, au crépuscule, l'impensable se produisit, initiant la séquence qui allait briser le siège. Jeanne, accompagnée d'un immense convoi de ravitaillement vital, arriva sur la rive sud de la Loire face à la ville. Mais le vent soufflait violemment d'est en ouest, empêchant les lourds bateaux à voile venant d'Orléans de remonter le courant pour charger les vivres. Dunois, anxieux, s'apprêtait à ordonner un repli, craignant que les Anglais ne sortent de leur fort pour capturer le convoi immobile. C'est alors que, sous les yeux ébahis des mariniers et des soldats, le vent tourna brusquement, gonflant les voiles vers l'amont avec une vigueur surnaturelle. Ce miracle du vent permit aux chalands d'entrer dans Orléans sous le nez des Anglais médusés, qui n'osèrent pas bouger, paralysés par cette démonstration de force divine ou diabolique. L'entrée de Jeanne dans la ville, le soir même, à la lueur des torches, fut une épiphanie. La foule se pressait pour toucher ses étriers, pleurant de joie, voyant en elle l'archange de la libération, tandis que l'air vibrait des acclamations. Noël, Noël, qui couvrait le grondement lointain de l'artillerie anglaise. Quelques jours plus tard, le 4 mai, l'offensive militaire débuta réellement avec l'attaque de la Bastille de Saint-Loup. Jeanne, qui se reposait après une inspection, se réveilla en sursaut, affirmant que ses voix l'avaient averti que le sang français coulait. Sans attendre d'être totalement équipée, elle sauta à cheval et fonça vers la porte de Bourgogne, son étendard claquant au vent. Les Français, qui avaient engagé une escarmouche mal préparée contre la forteresse anglaise isolée à l'est, reculaient en désordre. L'arrivée de la Pucelle changea instantanément la dynamique du combat. Voyant leur icône chargée tête baissée vers les palissades ennemies, les fuyards firent volte-face, rejoints par une marée de miliciens orléanais sortis de la ville. L'assaut fut brutal, sauvage. Les défenseurs anglais de Saint-Loup, submergés par le nombre et la furie des assaillants, furent massacrés dans les ruines fumantes de leur fortin. L'odeur de la chair brûlée se mêlait à celle de la poudre. Pour la première fois depuis des mois, les Français contemplaient des cadavres anglais, non pas comme des dieux de la guerre, mais comme des mortels vaincus. Le tournant décisif s'amorça le 6 mai avec la traversée de la Loire pour attaquer les fortins de la rive sud, les Augustins et les Tourelles, clés de voûte du dispositif anglais. La traversée fut une opération complexe de débarquement sous le feu, combinant barges, pontons et tirs de couverture. Les Anglais, retranchés dans le couvent fortifié des Augustins, opposèrent une résistance féroce, leurs archers faisant pleuvoir une grêle mortelle sur les assaillants englués dans la boue des berges. À un moment critique, les Français, pris de panique face à une contre-attaque de la garnison, commencèrent à refluer vers les bateaux. Jeanne, percevant le désastre imminent, fit pivoter son cheval et, seule face à la ligne anglaise, chargea de nouveau. Ce geste de bravoure suicidaire électrisa ses troupes. La Hire, Pothon de Xaintrailles et les bourgeois d'Orléans revinrent à la charge dans un hurlement collectif. Les Augustins tombèrent au soir dans un carnage confus, au milieu des cloîtres en flammes, laissant les Anglais survivants se réfugier dans la redoutable forteresse des Tourelles, juste à l'extrémité du pont. Le 7 mai à l'aube, après une messe célébrée dans la ferveur, l'assaut final contre les Tourelles fut lancé. C'était une position jugée imprenable. Des murs de pierre épais, entourés d'un fossé profond,
et défendue par l'élite de l'armée anglaise sous les ordres de Glasdale. Dès le matin, les échelles furent dressées, repoussées par des coups de hache et des tirs d'arbalète, les hommes tombant comme des fruits mûrs dans le fossé boueux. La bataille fit rage pendant des heures sous un soleil de plomb, dans un chaos de cris, de tintements de métal et d'explosions. Vers midi, alors qu'elle dressait une échelle, Jeanne fut frappée par un carreau d'arbalète qui lui transperça l'épaule juste au-dessus du sein. La rumeur de sa mort parcourut les rangs comme une traînée de poudre glacée. Les Anglais exultèrent, croyant la sorcière abattue. Évacuée à l'arrière, elle refusa les soins magiques, se fit panser sommairement avec du lard et de l'huile d'olive, et, après une courte prière, exigea de retourner au combat. Sa réapparition sur le talus, son étendard levé haut malgré la douleur et le sang qui tachait son armure, provoqua un choc psychologique dévastateur. Les Anglais, épuisés et persuadés de l'avoir tué, furent saisis d'effroi, croyant voir un spectre immortel revenu des enfers pour les châtier. Au même moment, une barge incendiaire lancée par les Orléanais depuis la ville vint heurter le pont de bois reliant les tourelles à la rive, l'enflammant. Pris entre l'assaut frontal mené par une Jeanne transfigurée et les flammes dans leur dos, la défense anglaise s'effondra. William Glasdale, le commandant arrogant, tentant de fuir par le pont en feu, tomba dans la Loire, alourdi par son armure complète, et se noya sous les yeux de Jeanne qui pleura, dit-on, sur le salut de son âme. La forteresse fut prise, ses défenseurs passés au fil de l'épée ou jetés dans le fleuve. Le silence qui suivit le massacre, rompu seulement par le crépitement du bois brûlé et le clapotis de l'eau rougeâtre, marquait la fin d'une époque. Lorsque la canonnade cessa, ce qui restait n'était pas seulement des cadavres, mais un bouleversement géopolitique irréversible. Le lendemain matin, le dimanche 8 mai 1429, l'armée anglaise restante, commandée par Talbot et Suffolk, sortit de ses bastilles et se rangea en ordre de bataille dans la plaine, défiant les Français une dernière fois. Jeanne, refusant de combattre un jour saint et consciente que la victoire était déjà acquise dans les esprits, fit aligner l'armée française face à eux, mais interdit l'attaque. Pendant une heure d'une tension insoutenable, les deux armées se fixèrent dans un silence de cathédrale. Finalement, les Anglais, reconnaissant leur impuissance stratégique et l'effondrement de leur morale, rompirent les rangs, mirent le feu à leur campement et battirent en retraite vers le nord, laissant derrière eux leur matériel, leurs malades et leur réputation d'invincibilité. Orléans était libre. La ville, ivre de soulagement, organisa immédiatement une procession d'action de grâce, mêlant bourgeois, soldats et clercs, une tradition qui perdurerait à travers les siècles jusqu'à nos jours. Les conséquences politiques à court terme furent foudroyantes. La levée du siège agit comme un électrochoc sur tout le royaume. Des villes qui hésitaient à soutenir Charles VII ouvrirent leurs portes. Les soldats déserteurs revinrent sous les bannières, sentant que le vent avait tourné. La route du Sacre, jugée impossible quelques semaines plus tôt, s'ouvrait désormais vers Reims, traversant pourtant des territoires hostiles. Cette victoire valida la légitimité divine de Charles VII aux yeux de ses sujets et de l'Europe. Dieu avait choisi son camp et ce n'était pas celui de l'Angleterre. La dynamique de la guerre de 100 ans s'était inversée. L'Angleterre ne ferait plus que défendre ses acquis, reculant inexorablement jusqu'à ne garder que Calais. La légende de la supériorité des archers anglais avait été brisée par la charge furieuse d'une milice populaire, guidée par une visionnaire. À plus long terme, le siège d'Orléans devint le creuset de l'identité nationale française. Ce ne fut pas seulement une victoire féodale d'un roi sur un autre, mais le réveil d'une conscience populaire, symbolisée par la collaboration entre la chevalerie et le peuple des communes, pour défendre la Sainte Terre de France. L'événement marqua la fin de la chevalerie médiévale traditionnelle et l'avènement d'une guerre moderne, psychologique et patriotique. Si Jeanne finit sur le bûcher à Rouen 2 ans plus tard, c'est à Orléans qu'elle gagna son immortalité, prouvant que la volonté d'un peuple cristallisé en une seule âme pouvait renverser les empires les mieux établis. Ainsi, sur les rives de la Loire, l'histoire ne s'est pas contentée de tourner une page. Elle a changé de livre, nous enseignant que même au cœur des ténèbres les plus profondes, une seule étincelle de foi suffit à incendier l'horizon et à réécrire le destin des nations.